Les vraies voix du rugby, la seule émission du lundi qui ne parle que de rugby. Au sommaire ce soir, les dernières infos, il y en a. Clermont qualifié pour le top 6. La dernière journée du top 14 a rendu son verdict. Christophe Furios sera avec nous à partir de 20h15. La Pro D2, comment Grenoble va rebondir après le sacre et l'accession de Montauban. Aubin Hubert, le directeur sportif des Grenoblois, sera notre invité aux alentours de 20h30. 20h45, Bayonne retrouve la phase finale, une première depuis 1992. Retour sur cette performance avec le président bayonnais Philippe Taïeb. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 0826 300 300 pour réagir et participer. C'est parti pour une heure complètement ovale. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir à tous. Bonsoir Yoann Huget. Bonsoir messieurs. Très heureux de t'avoir à mes côtés en studio, tout comme d'avoir Philippe Spanghero qui est là, toujours fidèle au poste. Salut Philippe. Pas là samedi. Salut messieurs. Heureux t'entendre Philippe, hein. Tu nous as manqué samedi. Samedi, j'ai été pris. Ça arrive, hein. Puis il y en a qui effectivement nous avaient fait des grands pronostics. On va en reparler dans un instant. Pas de Quentin ce soir, c'est Julien qui est avec nous bien sûr à la réalisation. On le salue. Vous êtes bien sûr les bienvenus, je le disais, au 0826 300 300. Les petites infos du jour. La blessure de Ange Capozzo, c'était à Perpignan. La saison semble terminée, visiblement tibia péroné touché. Première réaction, Johan, c'est quand même, il joue de malchance, cet ailier qui est si impressionnant, si déterminant. Productif, depuis le début de la saison, il a été un élément important de ce collectif, mais on le sait, les joueurs qui finissent les phases d'aller, de poule, de retour comme on l'a vu, sont généralement celles qui finissent en finale, si Toulouse va en finale, avec ce même 15 de départ. Donc il faut s'adapter, mais le Stade Toulousain aujourd'hui a les moyens de trouver un remplaçant, notamment de luxe, qui s'appelle Juan Cruz Malia, si je me trompe pas, le petit bonheur et le petit porte-bonheur du Stade Toulousain. Ouais, le chouchou d'Hugo, Mola. Enfin, c'est le fils caché d'Hugo. Philippe Spanghero, est-ce que ce sont des signes qui disent tiens, cette fin de saison n'est pas facile pour le Stade Toulousain? C'est une accumulation de petits signes. C'est vrai qu'on reviendra peut-être tout à l'heure sur le match des Toulousains qui cherchent quand même depuis quelques semaines maintenant, voire quelques mois, un match référence au-delà de ces blessures. Bon, bien sûr, il y a eu Antoine Dupont, il y a eu une alerte d'Ange Capozzo déjà en Champions Cup avant cette grosse blessure. Donc, ils ont une profondeur d'effectif. Thomas Ramos, on peut rajouter. Thomas Ramos, Thomas Ramos qui est de retour, mais voilà, il y a quand même du côté du Stade Toulousain un manque de sérénité pour affronter cette demi-finale qui les attend, qui n'ont pas connu quand même ces dernières saisons. Oui, manque de sérénité, mais quand même meilleure attaque, on va dire, de l'histoire du top 14. 891 points à l'issue de cette phase régulière. Le souci aujourd'hui, c'est que Toulouse prend beaucoup trop de points sur ses matchs. On le voit, on l'a vu en demi-finale de Champions Cup, on l'a vu face à Lyon, face à Pau. Le Stade Toulousain construit ses victoires sur des défenses et des ballons de turnover, et aujourd'hui, ces ballons-là, ils les ont de moins en moins avec une défense qui est un peu plus perméable, hein. Donc voilà. 35 points pris en deuxième période à Perpignan, même si Perpignan jouait sa survie quelque part en attendant. Et Toulouse a fait tourner aussi. Toulouse a fait beaucoup de changements, ils ont fait rentrer des nouveaux joueurs. Donc voilà, ce match-là, franchement, on peut pas. Ouais, mais malgré tout, pas Johan, trop s'appuyer sur ça. Ouais, mais tu vois, par exemple, j'ai en tête ce match à l'UBB, notamment le match retour où ils ont fait beaucoup tourner avec beaucoup de jeunesse. Et finalement, c'est paradoxalement là qu'ils sont revenus dans le match. Donc, il y a eu d'autres. Non, mais Philippe, le match de l'UBB, quand tu le suis, c'est celui que tu évoques. En deuxième mi-temps, il faut rentrer Antoine, il faut rentrer l'artillerie lourde quand même. Donc, c'est pas totalement les jeunes qui ont joué tout le match. À la mi-temps, il y avait quand même. À Bordeaux. Oui, c'est ça, à Bordeaux. Antoine rentre en deuxième mi-temps. Je n'ai pas le souvenir. Mais enfin, bref. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a pas de généralité à tirer. Mais c'est vrai que malgré le fait de faire tourner, là, il y a ce barrage qu'ils n'auront pas à jouer. Donc, en termes de rythme, de confiance, c'est quand même pas neutre.
Ils ont l'expérience collective, Philippe. Ils partent en stage une semaine, comme à chaque fois. Et je peux te dire qu'ils seront au rendez-vous. Alors, gagné, perdu, aujourd'hui, ce sera difficile de le dire. Mais en tout cas, ils vont être au rendez-vous sur les phases qui leur ont été défaillantes, notamment sur la demi-finale de Champions Cup, sans aucun doute. Maintenant, c'est vrai qu'il leur manque ce petit brin de confiance. Mais l'expérience collective peut leur faire du bien. Ils tombent aussi dans un... J'aime pas dire ça, mais dans peut-être la demi-finale, on va dire pas plus facile, mais bon, des équipes à leur portée. Et moins habitué de la phase finale. Exactement. En tout cas, puisqu'on le sait, Toulouse tombera sur le vainqueur de Bayonne. Clermont, voilà. Vannes en Pro D2, Vannes battu à Bordeaux 59-28. Il y a une forme d'injustice à voir le RC Vannes redescendre, disait Yannick Bru à l'issue du match. Vous trouvez ça injuste, vrai ce que dit Yannick Bru ou pas? Oui, on trouve ça totalement vrai parce que c'est une équipe qui nous a fait plaisir, mais en même temps, elle s'est fourvoyée aussi. On pense à ce point qu'ils prennent pas à Bayonne. On pense à tant de matchs qu'ils ont laissé passer alors qu'ils les avaient en main. Ce match de Perpignan où ils font match nul, il me semble. Voilà, il y a plein de petits. Mais en même temps, c'est ce qui les caractérise. Et voilà, gros chapeau à cette équipe vantaise qui a donné un nouvel élan à des promus qui peut monter, que même Montauban peut servir de ce parcours-là. Effectivement, Montauban qui est monté, on en a parlé longuement sur notre antenne ce week-end, au prix, on va en reparler d'ailleurs à 20h30 puisque Aubin Hubert, le manager de Grenoble, sera avec nous. Vannes en Pro D2, je le disais, Philippe Spanghero. Bon, c'est la réalité quand même, mais en tout cas, c'est on va dire un dernier, un 14e qui sera descendu avec les honneurs, hein, puisque je crois qu'ils ont fait quasiment aussi bien que le Loup, qui avait terminé, je crois, avec 41 points il y a 10 ans. Ouais, on voit à quel point ce championnat est devenu dense. On s'est posé la question quelquefois dans l'histoire du top 14 de l'intérêt de resserrer encore l'élite parce qu'il y avait des équipes en fin de classement qui décrochaient assez tôt dans la saison. Là, force est de constater qu'on a eu en bas de classement jusqu'à la fin une course entre ces équipes, ces trois équipes surtout sur la fin, le Stade Français, Vannes et Perpignan. Et c'est vrai que quelque part ça fait mal au cœur aussi parce qu'on a envie que le rugby prenne plus de place en termes d'étendue géographique. C'était la Bretagne, il y avait un public magnifique, super état d'esprit et puis une équipe qui jouait bien au rugby. Donc voilà, moi je suis assez d'accord avec Johan, on en a parlé avec le DG du club la semaine dernière. Ils ont tellement voulu mourir les armes à la main que parfois, ils ont manqué de froideur et de pragmatisme, parce que c'est quand même l'équipe en bas de tableau qui est allée chercher le plus de points à l'extérieur. C'est ça qui est paradoxal. On se souvient de la victoire à La Rochelle, notamment. Carton bleu, n'hésite pas, on t'a entendu. Pourquoi T'as pas activé ton micro, arrête. Non, parce que je trouve que ça résonne un peu, donc je me coupe pour te laisser parler, Johan. Ce sens du sacrifice que tu ne mets pas en valeur. Mais bon, peu importe, en tout cas, autre info du jour quand même. Cameron Wauquiez, enfin du week-end, donc, qui reviendrait à l'UBB après 2 ans au Racing. Comment tu juges ce retour au bercail, entre guillemets? C'est acté ou c'est pas acté? C'est ça en tout cas, c'est info l'équipe, confirmé un peu par tout le monde. Bon, visiblement, 3 ans de contrat à la clé, ça a l'air d'être bien parti. On sait que c'est le meilleur pote de Mathieu Jalibert. Bon, ça doit compter quand même. Je pense pas que ça compte pour Yannick Bru. Il a un plan de jeu et ça peut être le meilleur pote de qui il veut. Si Yannick il rentre dans les plans de Yannick, il va aller le chercher. Mais je pense que ils ont besoin. Voilà, ils ont déjà une très bonne touche en Champions Cup. L'apport de Cameron en touche est primordial et je pense. Du fait de connaître déjà le club et l'intégration se passera plus rapidement et c'est ce que je recherche l'UBB, je pense, en recrutant Cameron. Maintenant. Voilà, son expérience parisienne, il y a du bon, il y a du moins bon, mais il va revenir grandi et j'espère que ça marchera pour lui à l'UBB parce que c'est un excellent joueur. C'est un bon coup ou pas pour toi, Philippe? Bon coup sur le papier forcément parce que Cameron Wauquiez c'est un joueur. C'est un bon coup pour lui parce qu'il a besoin de se relancer aussi.
Ouais, il a besoin de se relancer. Je pense, j'ai aucune info sur les détails, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait fait des efforts financiers parce que je pense que voilà, il parle financier à chaque fois, c'est fou. Hein. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il fait pas un choix financier en revenant à Bordeaux forcément, parce que je sais que Bordeaux était quand même dans un management de sa masse salariale un peu compliqué. Il y avait eu le sujet pour des joueurs à conserver ou pas, notamment en termes de masse salariale. Et donc, je pense en effet qu'il fait plus le choix du sportif et du cœur quelque part et de la dynamique. Parce que c'est vrai que même si ce Racing s'en est sorti, honnêtement, Cameron Rocky, il a quitté une équipe de l'UBB qui était en train de prendre son envol pour aller au Racing et vivre des saisons compliquées. Donc, et ça lui a coûté aussi certainement des sélections en équipe de France. Donc, il y a une réflexion globale, je pense, aussi de son côté. Voilà le tour de l'actualité, le tour de table de Yoann Huget et Philippe Spanghero. Dans un instant, on va parler aussi de l'équipe qui a fait sensation, Clermont, qui retrouve la phase finale 4 ans après. Christophe Furios sera avec nous dans quelques instants sur Sud Radio dans les vraies voix du rugby. À tout de suite. 20h15 sur Sud Radio. Merci de nous rejoindre si vous êtes avec nous chaque lundi soir. Les vraies voix du rugby avec Yoann Huget, Philippe Spanghero et vous, bien sûr, au 0826 300 300. Retour sur les temps forts du week-end et le temps fort en top 14. C'est le retour dans le top 6 pour la qualification de Clermont, qui n'était plus dans les heureux élus depuis 4 ans et qui a réussi à se qualifier 5e grâce à une victoire à Clermont, à Montpellier ce week-end. Une victoire acquise dans le même temps avec la défaite de La Rochelle à Pau. Et c'est donc Clermont qui connaîtra le goût des barrages avec un déplacement à Bayonne. Christophe Furios est avec nous, le manager de Clermont. Merci Christophe d'être avec nous. J'imagine que voilà, il doit y avoir quand même un petit peu de joie, de soulagement quand même d'arriver à cet objectif qui était ton objectif depuis ton arrivée à Clermont, hein, Christophe. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on avait envie de retrouver les phases finales. L'année dernière, on n'avait pas réussi à le faire pour 1 point. On avait fini aux portes de la qualification. Et là, cette année, malgré un parcours chaotique, irrégulier, on a réussi à le faire. Ouais, comment tu attribues justement la différence entre ce petit point qui t'a manqué l'année dernière et là celui que tu as en plus par rapport au 7e La Rochelle, voilà, puisqu'on rappelle que Clermont est à égalité avec Castres, mais que la différence, le goal average particulier avec Castres vous est favorable. C'est quoi la différence entre l'an dernier et cette saison ? Bon, il y en a plein, et en même temps, il y a toujours un peu les mêmes carences. Alors, ce qui a mieux marché, évidemment, c'est, je trouve, que l'esprit du groupe, la mentalité de l'équipe, la notion de travail, tout ça est en nette amélioration, je trouve, par rapport à l'année dernière. Après, on a vraiment souffert encore une fois de cette irrégularité. Si je prends juste le match du Stade français, l'avant-dernier match, on fait une première mi-temps vraiment molle, on va dire, pour pas dire autre chose. Et par contre, dans la deuxième mi-temps, on est capable de mettre 50 points. Donc c'est tout ce travail qu'on a besoin d'améliorer, cette régularité, et notamment dans l'effort. Yoann Huget pour Christophe Furios, notre invité ce soir dans la vraie voix du rugby. Ouais, salut Christophe, félicitations déjà pour votre qualification et votre parcours. Je sais pas si peut-être que je me trompe, mais il me fait penser à celui que tu avais eu avec Castres quand vous êtes champion, qualifié au dernier moment. 2018 et voilà, vous cassez la ligne et après vous êtes parti sur cette épopée là. Ouais, je ne sais pas, on y verra plus clair vendredi. Mais effectivement, le parcours dans la phase régulière était un peu synonyme, notamment en 2018. À cette époque-là, on avait besoin de gagner un match à l'extérieur, et notamment à La Rochelle, qui était en concurrence avec nous pour le top 6, et on avait réussi à le faire. Là, on est un peu dans la même situation avec la victoire à Montpellier. Et la défaite de La Rochelle. Et la défaite à La Rochelle, mais aussi celle de Castres. Donc... Bon, après, ce qui nous avait vraiment lancé, c'est la victoire contre Toulouse, en fait, en barrage. Si mes souvenirs sont bons, ils sont très bons. Ils sont très bons. Tu devais jouer. Donc, non, j'étais pas dans le groupe. J'étais hors groupe, tu vois. Ah,
d'accord. Ben, tu vois, c'est peut-être pour ça. Ouais. Donc voilà, on avait fait un match très costaud. Bon, à l'époque, on gagnait souvent contre Toulouse. Donc c'est les bonnes époques, ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la disette. Non, mais c'est Bayonne, donc ça peut le faire aussi. Hein. Ça peut le faire, une équipe qui n'a pas trop d'expérience. Donc voilà, exactement. Après, de toute façon, on sait très bien que les matchs comme ça, de phase finale à l'extérieur, sont compliqués. On sait que cette équipe de Bayonne est très solide à la maison, puisque c'est les seuls invaincus. Après, voilà, on a envie de jouer notre chance à fond. On va se préparer. On a évidemment décelé quelques failles dans la cuirasse et on va chercher à l'utiliser au maximum, quoi. Philippe Spanghero avec Christophe Furios, notre invité. Philippe. Ouais, bonsoir Christophe, félicitations, mais d'abord comme Johan, bien sûr, parce que c'est un parcours quand même cette année intéressant. Toi, à titre personnel, le 4e club que tu amènes en phase finale, malgré tout, dans ta carrière d'entraîneur, je crois que je pense pas me tromper en me disant que personne a réussi ça. Donc il y a forcément une expérience de ces rendez-vous. Et qu'est-ce qui t'amène là aujourd'hui avec Clermont? Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé? Parce qu'on a parlé aussi de la durée. On s'est eu plusieurs fois à l'émission et tu disais que c'était important pour toi de te projeter sur le temps long avec un effectif que tu avais choisi, etc. Est-ce que cette année c'est la bonne et que tu as enfin mis la main sur ta patte sur cette équipe? Alors effectivement, tu as raison, quand on s'est eu plusieurs fois, je parlais j'aime bien l'idée du temps long, parce qu'il y avait je sentais qu'il y avait pas mal de choses à mettre en place, hein, que ce soit tant sur nos semaines de travail, la mentalité du groupe, aussi la notion de regagner, parce que Clermont est un grand club, est un club qui a beaucoup gagné, qui a beaucoup dominé. Et c'est vrai que ça fait 4-5 ans que c'est plus dur. Donc la première des choses, c'était retrouver ce challenge de la compète, en fait, quoi. Et ça demande un peu de temps. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je me sens vraiment bien dans le club, je me sens bien dans le territoire et je me sens bien avec mes joueurs. Donc, et moi, j'ai besoin comme tous les coachs, mais j'ai besoin d'être bien, d'avoir une bonne relation, même si les joueurs sont pas mes copains, hein. Mais j'ai besoin de cette confiance pour être bon, quoi. Et aujourd'hui, je trouve que on a trouvé le bon fonctionnement. Tu avais un peu appelé les jeunes à être plus leaders, notamment avant, je crois, le match du Stade Français ou peut-être une semaine avant ou une journée avant. Ces jeunes, ils se sont révélés, notamment la deuxième période contre le Stade Français. Je pense à Baptiste Jauneau notamment. Est-ce que tu as senti un déclic, toi, Christophe, depuis cette façon que tu as eue là de les bousculer, de les piquer? Alors, effectivement, tu sais, on a un bon exemple avec le Stade Toulousain, hein, quand on les a nous rencontrés avec les Castrés 2015-2019. Bon, on sentait qu'il y avait un changement de cap, ils avaient du mal. Et finalement, la lumière, elle est venue des jeunes, quoi. Je pense à Toto Dupont, etc. Donc, et je trouve que quand tu veux repartir sur une dynamique nouvelle, quand tu veux imprégner ta façon de faire, tu es obligé de le faire aussi avec des jeunes qui ont envie de découvrir autre chose, quoi. Et effectivement, depuis le début de la saison, on les avait mis en place. Ils sont au conseil des leaders. On a Baptiste qui est capitaine. C'est pas neutre. Et effectivement, je trouvais que ces derniers temps, ils prenaient pas leurs responsabilités ou pas tout le temps. Je sentais pas la volonté chez eux en semaine. Et effectivement, avant ces 4 derniers matchs là, où on avait ciblé ça un peu le sprint final, il fallait qu'il passe devant, quoi. Et je trouve que je leur ai dit de façon individuelle, de façon collective, je trouvais qu'il manquait quelque chose, là. Alors j'ai fait passer mon message à travers la presse comme j'aime le faire, et ils ont capté les choses, quoi. Et quand on n'était pas bien contre le Stade Français à la mi-temps,
c'était, ils se sont révoltés en fait, quoi. À l'image de Baptiste effectivement, mais d'autres aussi. Donc, et depuis, c'est pas vieux, c'était l'avant-dernier match, hein, donc, mais je trouve que le groupe a changé, est différent. Voilà. Et différent. Johan, tiens, le groupe a changé. Et toi, j'ai l'impression que tu sens clairement capable d'aller faire un coup à Bayonne. Pourtant, Bayonne est invaincu. C'est quoi? Comment ils peuvent le faire? C'est clairement toi. C'est une équipe de pénibles déjà, on l'a vu, mais aussi joueuse et comme ça l'a décelé sans rentrer dans le détail, mais le Bayonne a peut-être aussi cette pression de n'avoir jamais joué un match éliminatoire sur son terrain devant un public certes qui va gronder, mais au bout d'un moment ils vont être pris par l'enjeu, donc il y a peut-être un coup à faire sur ce côté un peu émotionnel en mettant beaucoup de pression sur des joueurs importants. Mais cette équipe-là, Christophe, mais clermontoise, on va dire. Cette équipe clermontoise, elle a l'expérience d'une part l'année dernière de ce match, de cette demi-finale en Coupe d'Europe. C'est quasiment le même groupe d'aller jouer à l'extérieur et voilà. Je sais que déjà aller s'imposer à Montpellier, c'était pas évident. Ils l'ont fait de belle manière, en mettant beaucoup de pression. Et je sais pas, mais on sent cette équipe. Alors, je suis pas très bon dans les pronostics, mais je sens que cette équipe, elle a peut-être les moyens de. Ne le dis pas alors. Ne le dis pas. de s'imposer à Bayonne. Oui, c'est un peu la joke parce que Christophe, qu'on te dise, Johan était sûr que depuis de longs mois, il nous avait annoncé le retour de La Rochelle et il était invariablement sûr de son pronostic. Et Christophe, je te rassure aussi, il n'y a personne qui a mis une pièce sur Clermont ici. Pour être honnête, on est tous honnêtes. Et il est marrant, le Bordelais, il est marrant le Bordelais, mais il n'y a pas une pièce. Non, bien sûr. C'est tout ça. Moi, je suis neutre de toute façon. Mais je comprends parce qu'on est tellement irrégulier. D'ailleurs, ça pose le problème avec nos supporters. Parfois, ils comprennent pas. Ils disent mais c'est quoi? C'est pas possible, quoi. Parce que nous, tu sais, on est la seule équipe du monde. Écoute-moi bien, hein, parce que tu regardes le match. Tu dis putain, aujourd'hui ils sont bien. Tu vas pisser un coup, tu reviens, c'est plus le même mec. T'as pris 4 essais et t'es catastrophique. Donc je comprends que pour les diagnostics c'est pas simple, quoi. Parce que même nous, des fois on se dit putain, on va y être ou on va pas y être. T'as pas de réponse à ça depuis le début de la saison? Tu sais pas comment ils arrivent à changer de leur fusil d'épaule ou... J'avance quelques arguments avec eux. On progresse sur plein de choses, évidemment. Mais peut-être qu'on avait besoin aussi de ce déclic, d'être au pied du mur. Tu sais, on a un groupe. Parfois, je trouve, tu sais, on manque un peu d'insolence, quoi. Tu vois, un peu de la haute compétition, le top 6. Il faut pas qu'on soit gentil, quoi. Et parfois, je trouvais qu'on l'était. Donc, le fait d'être au pied du mur, et notamment la mi-temps du Stade français, je pense que ça nous a décoïnté, en fait. et franchement, le match qu'on fait à Montpellier, franchement, du bord du terrain, je me suis régalé. Je me suis régalé parce que j'ai vu 15, 23 mecs qui se battaient ensemble, qui jouaient le rugby qu'on avait préparé, qui avaient jusqu'au bout pas lâché. Et ça, pour moi, c'est une petite victoire, une petite nouveauté, en fait. Donc, est-ce que tu savais est-ce qu'au fond de toi, tu pensais que vous allez vous qualifier? Parce que c'est des choses qu'on ressent. Oui. Qu'on ressent, tu vois. Ça. Ouais, j'ai toujours pas. Tu sais, on a quand même. Parce que bon, on a quand même été longtemps dans le top 6, hein. Non, bien sûr. On en est sorti au cœur de l'hiver avec un enchaînement de mauvais matchs et de mauvais résultats. Mais on était juste 7e, quoi. On n'était pas très loin, hein, donc on ne tombe pas non plus de la renverse. Et je savais que quand même que notre calendrier, avec les réceptions du Stade français Perpignan, le déplacement de à Castres et à Montpellier, je savais qu'on serait là, quoi, qu'on allait jouer le coup. Et finalement, ça s'est bien fait, quoi. Philippe Swanguero avec Christophe Furios.
Ouais, Christophe, une dernière question peut-être pour terminer, mais on t'a vu en début de saison et on sentait une confiance liée au caractère de cette équipe et notamment à la qualité de vos entraînements. Et puis après, on a eu plusieurs joueurs au fil de la saison qui nous disaient la même chose, que ça vivait bien ensemble au fil de la semaine. Alors, il y avait de la frustration que ça ne se transcrive pas toujours les week-ends, mais si tu devais comme ça détacher un ou deux matchs références de la saison où tu as vu le même visage de ton équipe qu'à l'entraînement, c'est quoi? C'est le match Bordeaux à Clermont, au mois de novembre, où franchement on avait fait un match ce jour-là excellent, vraiment, où on a retrouvé un peu l'énergie qu'on avait en semaine, la qualité de notre rugby de la semaine, et le dernier. Donc après, on a eu, comme tu l'as dit, à juste raison, franchement, je trouve que nos semaines étaient bonnes, mais on n'arrivait pas à retranscrire tout ça. Putain. Et ça, c'est terrible parce que tu dis, mais en fait, on n'est pas des compétiteurs, quoi. C'est pas possible, quoi. Et voilà. Et sur ce match à Montpellier, où il fallait gagner absolument, au-delà des résultats des autres, mais on a été capable au pied du mur de faire le meilleur match de la saison. Ça, c'est plutôt bon. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Donc je suis content, je suis fier des mecs de ce qu'on a préparé. Maintenant, comme tu le sais, on démarre notre championnat. On est sur un pied d'égalité tous, même si il y a des équipes qui sont un peu meilleures que nous, même si il y a des équipes qui sont favorisées par le fait de recevoir. Mais je sais tellement que tout est remis à plat. Donc voilà. Avant la finale de 2018, et tu me le disais il y a quelques semaines, tu avais notamment fait un thème, tu aimes bien thématiser la semaine des matchs, tu avais appelé ça bagarre de rue avant la finale Castres-Toulon 2018. Montpellier, Castres-Montpellier 2018. Est-ce qu'il y a un thème là pour le match à Bayonne? Oui, il y a un thème, mais tu comprends bien que je le garde pour moi. Bon, je l'ai tenté. Sinon, ouais, mais c'est bien joué. Mais c'est pas la fête du jambon. François, j'entraîne pas depuis hier. Hein. Ouais, je sais, mais en tout cas, c'est bon. Le thème est donné, voilà. On a la feuille de route, voilà. Et ça, c'est important. Elle a été facile à pondre, la feuille de route? Là, c'est facile. Bon, dernière petite question, Christophe Tibéré. Mais voilà, tu parlais du contact avec les supporters. C'est particulier quand même à Clermont. Tu as notamment t'animes entre guillemets les cafés jaunards, là où tu vas à la rencontre des supporters partout sur le territoire. Est-ce que là, cette qualification, ça va être un peu plus tranquille, là, les cafés jaunards, parce qu'au moins ça, c'est fait, c'est atteint. Ouais, mais tu sais. Je viens de faire le dernier. Je suis en route là, enfin je me suis arrêté, mais je viens de faire le dernier au Mont d'Or. Et autant te dire qu'il était plutôt agréable et délicieux. Donc on rappelle que c'est une rencontre avec les supporters. Hein, voilà, ce qu'on a voulu faire avec Vincent et Perrine de la Com, c'est parce que j'étais sûr que le match contre Montpellier allait être décisif forcément. Et l'idée, c'était de dire, depuis le match de Toulon, c'est-à-dire les 6 derniers matchs, c'est de créer une relation et d'aller au contact de nos supporters. Et moi, je trouvais que l'idée du café, c'est le débriefing, quoi. Débriefing du match. Donc, on a fait tout un tas de cafés jaunards, on en a fait 6, exactement, dans toute la région. Donc, là, on était au Mont d'Or aujourd'hui. La semaine dernière, on était à Saint-Flour. Et l'idée, je suis avec 5 joueurs et on répond aux questions de nos supporters. Dernière question, est-ce que vous allez changer quelque chose dans votre préparation de la semaine, partir plus tôt, ou je sais que tu as besoin que les mecs se resserrent, ou tu les laisses comme ça un peu et Alors la particularité que nous avons, c'est que on a joué à Montpellier à 21h et on est rentré tard. Et la deuxième des choses, c'est qu'on joue vendredi. Donc ça fait une semaine hyper courte. Donc on a voulu vraiment soigner la récupération, bien se préparer. Et on partira finalement jeudi matin, un peu plus tôt. D'accord.
un peu plus tôt, mais on a besoin aussi de passer du temps ensemble parce que ce groupe aime ça, en fait. Donc on partira jeudi matin pour le match vendredi soir et ça ira bien, quoi. Eh ben, on vous souhaite en tout cas une bonne semaine, même si elle sera courte. Voilà, on se reparle bien évidemment très vite sur l'antenne de Sud Radio. Merci Christian Ferros d'avoir été avec nous après ce dernier café Jonard. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. C'était un plaisir. Dans un instant, on va parler de Pro D2, ou en tout cas de ce match d'accès qui attend Grenoble, finaliste malheureux de la finale de Pro D2. Aubin Hubert sera avec nous en direct sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix du rugby avec Yoann Huget, Philippe Sanguero et bien sûr vous au 0826 300 300. L'actu du rugby en mode débriefing et puis en mode projection, et c'est justement vers ce barrage vers l'accession en top 14 entre le finaliste de la Pro D2, finaliste malheureux, et le 13e du top 14. Ce sera donc Grenoble face à Perpignan. Pour en parler, Aubin Hubert qui est avec nous, directeur sportif du FC Grenoble, et on est très heureux d'accueillir Aubin. Bonsoir Aubin. Bonsoir François, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct. Bon, j'imagine quand même que l'après-finale de Pro D2 qui a eu un dénouement... Il faut la digérer. Ouais, ça n'a pas dû être facile. Le retour de Toulouse à Grenoble, victoire de Montauban, on le rappelle, 24-19, à la surprise générale, même si Montauban a multiplié les surprises dans cette phase finale, en se défaisant de Colomiers, de Brive, puis donc de Grenoble qui était le grand favori. Comment vont les troupes, Aubin, après cette grande déception ? Ben, comme on peut se douter, un petit peu entamé sur l'aspect psychologique, marqué aussi physiquement, parce que quand vous faites un match, une finale de haute intensité, ben les corps sont un peu marqués. On a surtout quelques blessés, mais bon, ça devrait le faire pour certains. Après, c'est surtout l'âme qu'il faut soigner. Donc, il faut repartir. Maintenant, c'est un groupe qui a plus ou moins l'habitude maintenant, parce que ça fait 3 ans qu'il y a défaite en finale et qu'il y a l'access match, et il y a 3 ans de ça c'était contre l'USAP aussi, donc et l'an dernier contre Montpellier, et cette année encore contre l'USAP. Donc voilà, c'est un groupe qui va savoir se remobiliser, parce que c'est un groupe qui est jeune bien sûr, mais qui est très motivé, qui a vraiment envie de ce top 14. Alors, on a loupé ce match de la finale et ils ont vraiment envie de tout donner pour essayer de battre l'ogre catalan. Oui, Yoann, on a vu quand même la détresse des joueurs grenoblois à l'issue de cette finale un peu surprise. Voilà, comment réussir à se remonter en quelques jours ? C'est quoi selon toi les ressorts sur lesquels on peut s'appuyer ? Les ressorts sur ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison. Ils font des choses très bien à domicile, et ils ont la chance de recevoir, ou le malheur, parce qu'ils auraient pu gagner. Et bon, c'est pas le cas, mais voilà, ils ont fait de très belles choses à domicile. Ils vont avoir le public derrière eux, et voilà, avoir cette ferveur populaire, et je suis sûr que ils vont se retrouver ensemble, discuter, parce que ça passe par des moments pas évident, mais il faut qu'ils enlèvent cette épée de Damoclès, cette chape de plomb qu'ils ont. J'ai senti des joueurs hyper lourds sur le terrain, ils n'étaient pas mal physiquement, mais tu as l'impression qu'ils étaient pétris de stress, ils avaient peur de mal jouer, alors que mais il faut se le dire, Grenoble, ils jouent 10 fois contre Montauban, ils vont gagner 9 fois, sauf que là, la pression du match, ces 2 finales qu'ils avaient perdues aussi, t'as les démons qui ressurgissent dès qu'ils sont menés. Et on n'a pas reconnu, alors Aubin, tu m'arrêtes, mais on n'a pas reconnu tes joueurs sur la finale et le jeu que vous avez mis en place toute l'année. Ouais, en fait, on l'a eu, mais que par action, quoi, par réaction, et pas par les intentions qui étaient les nôtres dès le départ. Et c'est vrai que bon, malheureusement, on a eu dès les premiers lancements de jeu, on a vu des ballons tomber, des réceptions en touche mal réceptionnées. Enfin, il y a eu plein de petits détails, des infos qui disaient attention, aïe. On a du mal à rentrer dans ce match, certainement lié peut-être, comme tu l'as dit, au stress, cette angoisse d'éventuellement de reperdre une finale. Et donc bon, et ça c'est vrai que ça s'est ressenti sur notre jeu, parce que bon, on a subi,
on a subi un peu les assauts montalbanais. Alors c'est vrai qu'on marque les premiers, on marque 3 points, 6 points, et après ils reviennent. Mais après on n'a pas senti, j'ai pas senti les joueurs libérés comme on a pu l'être contre Provence en demi-finale. Voilà, on a eu du mal à lâcher les chevaux. Mais l'action qui reflète le match et l'équipe, c'est cette cette pénalité jouée à 5 mètres. Voilà, on sent le stress, ces scories, et cette action-là, elle reflète votre match où vous n'êtes pas en maîtrise de prendre votre temps, de gérer en équipe qui a de l'expérience, parce que cette expérience-là, vous pouvez pas l'enlever, de gérer ces gros moments, ces moments avec beaucoup d'intensité. Mais voilà, on a senti une équipe. J'avais l'impression que c'était votre première finale. Oui, c'est vrai que pour parler de cette action, où notre pilier ne tape pas le ballon, il faut savoir quand même que l'arbitre Luc Ramos nous en avait informé. Attention, parce que ça avait été le cas sur 1 ou 2 matchs, qu'il faut toucher le ballon avec le pied c'est la règle. Donc c'est vrai quand on et en plus, il vous le dit. Oui. Oui. Non, mais c'est pour ça qu'il y a vraiment eu de l'incompréhension dans des actions et dans des choses qui étaient enfin, puis même si on ne nous l'avait pas dit, c'est la règle. Ouais. Pour jouer le ballon, il faut taper le ballon, il faut donner un petit jeu au pied sur le ballon pour pouvoir le jouer. C'est pas possible de le jouer sans taper le ballon, c'est la règle. Ouais. Donc voilà, il faut qu'à un moment donné, les acteurs dans notre sport sachent avec la règle on y joue. Donc sinon c'est compliqué. Donc peut-être que le stress et un petit peu tout ça, comme tu as évoqué, a aidé à enlever, à inhiber un petit peu certains joueurs. Philippe Spanghero avec Aubin Weber, manager du FC Grenoble. Ouais, salut Aubin, mais je rebondis un peu sur la question de Johan. C'est vrai que c'est frustrant du côté du FCG parce que on sent que vous passez à côté de vos rendez-vous avec beaucoup d'inhibition. Alors là, il y avait cette 3e finale. Est-ce que tu as senti dans la semaine ce poids sur les joueurs et la nécessité un peu de libérer la pression, ou est-ce que tu as senti une équipe plutôt sur d'elle et pas dans l'appréhension, et quelque part la façon dont ils se sont comportés sur le terrain t'a surprise? On entendait quand même les joueurs des fois dire bon, on y va, c'est la 3e fois qu'on y va, pour une finale il faut pas la perdre c'est la bonne. On sentait quand même que dans leur tête il y avait cette petite un petit peu inquiétude. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on est parti le jeudi soir. On était dans un endroit plutôt agréable où on a pu un peu s'échapper un petit peu. C'est l'hôtel golf de Sale, donc on était plutôt bien, s'occuper, essayer d'occuper l'esprit, et il me semblait que les joueurs étaient plutôt bien préparés dans leur tête. Bon, après une finale, c'est ça. Il faut être à 100% à tous les niveaux, au niveau technique, au niveau stratégique, mais au niveau surtout mental. Et par moment, il nous a manqué peut-être cet aspect mental où l'angoisse a pris le dessus sur notre jeu qui est fait d'habitude de vitesse et de passe. Après, il faut quand même saluer et féliciter les Montalbanais qui ont su tirer vraiment toute leur épingle du jeu, que ce soit à partir du barrage, de la demi-finale et cette finale. Donc là aussi, il y avait un adversaire qui a tout mis pour nous contrarier, et ça a bien marché, quoi. Est-ce que Aubin, ça va être donc il y a eu déjà la finale, l'Access contre l'USAP en 2023. Il y a eu Montpellier l'an dernier, donc deux défaites à la clé. Est-ce que là cette année, pour cette semaine-là, je sais pas dans votre staff, il y a une ressource comme un psy ou un entraîneur, un coach mental qui est aussi avec vous pour vous aider? Non, c'est vrai qu'on y avait pensé. Puis bon, après. Le staff technique a préféré plutôt rester comme ça, parce que faire intervenir éventuellement une personne comme ça occasionnellement. Moi, j'y crois pas trop. Je crois plutôt sur du long terme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit être là toute la saison, qui fait des interventions, mais qui est présent auprès des joueurs. Et ça, c'est chose qu'on va mettre en place, bien sûr, la saison prochaine. Donc voilà, parce que le club est en train de se restructurer complètement, avec la saison de l'an dernier déjà un peu compliquée.
blessé. Donc on est en train de restructurer un petit peu aussi tout le corps médical, l'aspect médical. Donc voilà, ça va faire partie un petit peu des personnes supplémentaires qui vont intégrer aussi notre staff, parce que bien sûr que la partie mentale maintenant, et on le sait, est importante et voire presque primordiale. Ouais, petit stage ou pas, enfin où il y a une non, on va rester là. On était parti en stage avant la demi-finale à Aix-les-Bains, 3 jours, chose qui avait été bien perçue par les joueurs, de se retrouver aussi ensemble. J'écoutais Christophe Furios se dire que par moments c'est bien aussi que les joueurs se retrouvent ensemble, qu'ils sortent un petit peu de leur cocon familial et qu'ils passent des nuits ensemble, une nuit ou deux ensemble pour bien échanger et discuter. Et on l'avait fait avant la demi-finale. Là on ne le fera pas, mais on restera sur les liguères parce qu'on a besoin aussi de bien récupérer et que bon, c'est surtout physiquement mais mentalement, voilà, qu'il va falloir se remobiliser. Mais je crois que les joueurs ont envie d'en découdre avec cette belle équipe de l'USAP qui quand on voit le match qu'elle a fait contre Toulouse, ça va pas être une mince affaire. Ben, en tout cas, on le vivra sur Sud Radio samedi 18h, cette finale, cet access match entre Grenoble et Perpignan au Stade des Alpes. Merci Aubin Hubert d'avoir été avec nous et bonne semaine à tout le FCG pour être sur pied samedi pour ce grand match face à Perpignan. Dans un instant, on va reparler du top 14 et reparler d'un club qui revient en phase finale. C'est l'Aviron Bayonnais. Son président sera avec nous, Philippe Taïeb. Restez avec nous sur Sud Radio. Les vraies voix du rugby pour revenir sur cette phase finale qui nous attend. On rappelle quand même que les barrages du top 14 opposeront Bayonne à Clermont. Ce sera vendredi soir sur Sud Radio, 21h05 le coup d'envoi. Et Toulon-Castres samedi soir, 21h05 bien sûr. En plus le samedi de la finale, du match d'accession entre Grenoble et Perpignan. Pour parler de Bayonne qui va donc retrouver la phase finale de top 14, une première en tout cas de l'élite du rugby français depuis 1992. On est très heureux d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio Philippe Taïeb, le président de l'Aviron Bayonnais. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct. Yuan Ugé, Philippe Spanghero. Tiens Philippe, c'est toi qui vas ouvrir le bal de la première question au président bayonnais, donc de retour en phase finale. Ouais, bonsoir Philippe. D'abord bravo parce que c'est une saison quand même aboutie que vous avez maîtrisée. Et puis la question, même si c'est un peu le jeu en général, la semaine précédente, ce type de rencontre, de se renvoyer la balle, vous faites quand même office de favori par rapport à cette maîtrise, à la durée durant laquelle vous avez tenu les premiers rôles et puis au fait de recevoir. Comment on aborde un match dans ces conditions, quelque part, ce qui est nouveau pour ce nouvel aviron? Tout d'abord, dire qu'on est favori, ça serait très prétentieux. L'ASM, les 4, je veux dire aujourd'hui, ou les 6 clubs encore en cours ont plus d'expérience que nous et on est peut-être le seul à ne pas avoir joué des phases finales de nous depuis 33 ans. Donc le mot favori est un peu, je veux dire, pas correspondant exactement à la situation. Voilà, on va jouer chez nous, mais je vois les performances de Montferrand et surtout sur le dernier match à Montpellier. Je regarde pas trop de matchs, mais c'est vrai que celui-là je vais regarder. C'est vrai que on a une équipe qui arrive avec beaucoup de confiance et c'est sûr que ça va pas être une mince affaire, mais moi je dirais pas que l'Aviron est favori. Ouais, Johan, pour toi, un aviron invaincu à domicile qui reçoit, certes c'est une première phase finale, mais enfin il reçoit Clermont, a priori quand même, non ? Si, bien sûr, mais là, c'est normal. Bonjour Philippe, mais c'est normal de délester la pression et de se renvoyer un peu la balle. Il faut être honnête, mais quand tu es l'Aviron Bayonnais, que tu es le seul club de top 14 à être invaincu à domicile, tu peux pas te dire on n'est pas favori sur ce. Alors je comprends le discours de Philippe est tout à fait honorable, mais pour tous les amateurs de rugby, l'Aviron est favori sur ce barrage-là, même s'il est novice en phase finale. Donc oui, on va dire Philippe, on va trancher, c'est 50-50. Je préfère parce qu'après je veux dire tant mieux si les pronostics vont en notre faveur et qu'ils s'avèrent vrais, ça sera bien pour nous. On continuera à avoir peut-être
Sud Radio ou avoir Bayonne à l'antenne pour le match. Et Sud Radio aussi. Mais c'est vrai quand même que, est-ce que pour toi, Philippe, c'est la fin d'un cycle, en tout cas d'un premier objectif dans la reconstruction de cet aviron bayonnais en top 14? Déjà, c'est la concrétisation un petit peu du projet qu'on porte depuis 7 ans. On était arrivé dans des conditions assez difficiles et aujourd'hui, je tiens d'abord à féliciter mon staff, mes joueurs, les supporters, tout cet engouement autour de Jean Daugé, les 180 actionnaires qui ont mené aussi quand même une participation dans ce développement et dans ce projet qui s'appelle Envol 2027. Oui, c'est des bons moments, mais on ne doit pas non plus s'enflammer quand je vois les difficultés d'un club qui l'année dernière a fini dans les 2 premiers et joue le match de barrage pour la descente. C'est quand même assez difficile. Ce top 14 est très dur. Donc s'installer dans le top 6, top 8, ça sera déjà une belle performance sur la saison future parce que les saisons se suivent. Mais vraiment, quand je vois ces grands clubs qui ne se qualifient pas non plus cette année, on parle de La Rochelle, on parle du Stade Français, du Racing, il faut être prudent et rester à notre place. Voilà, on continue à travailler. Le club évolue, le club se munit d'infrastructures, d'un centre d'entraînement. On a triplé notre budget en l'espace de 4 ans. Ça, oui, c'est du concret. Après, quand vous mettez des moyens financiers autour du sportif, mais oui, on devient exigeant. On avait un objectif de top 8, maintenant on est passé à top 4 et pourquoi pas plus. Mais voilà, il faut qu'on reste prudent dans la construction et ne pas se prendre pour d'autres. Philippe, avec Philippe Taïeb, Philippe Spanghero. Ouais, ben alors pour rebondir justement sur le contexte, c'est vrai qu'on sent un projet réfléchi, mûri, et c'est vrai qu'on le dit souvent, mais c'est pas facile de travailler sur le temps long parce que il y a des objectifs annuels, on est souvent pris par les urgences financières. Et je trouve que quelque part, ce parcours et cette phase finale, elle vient récompenser ça, cette capacité de l'Aviron à rester focus sur un objectif plutôt long, comme le disait Philippe. Moi, j'ai une question, parce que c'est quand même intéressant de voir ce que vous arrivez à drainer d'un point de vue des partenaires et puis bien sûr du public. Il y a eu des travaux de rénovation, enfin d'amélioration des infrastructures qui ont eu lieu il y a déjà peu de temps. Mais est-ce que vous réfléchissez déjà à l'étape d'après? Parce que vous avez fait la saison quasiment à guichet fermé. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes à peu près que vous refusez par match et de ce qu'est capable de drainer en moyenne l'Aviron en termes de spectateurs? On est à guichet fermé depuis bientôt 3 ans, avec des guichets fermés pas tous aboutis à nos états parce qu'on est en manque vraiment de place. On va agrandir notre stade de 1200 places à partir de septembre et on a un projet de développement encore sur la dernière tribune pour arriver à une capacité de 16 300, 16 400. Aujourd'hui, on refuse en moyenne, on va dire 3-4 000 personnes par match sur des affiches avec, comme samedi Toulon, on aurait pu avoir 20 000 personnes ou 25 000. Voilà, ou samedi, on a essayé d'avoir les places et d'assurer les places déjà à nos abonnés, mais on aurait rempli à nos états sans problème. Alors aujourd'hui, notre monde, il est sportif, il est économique, il est un projet du territoire aussi, et avec toujours, je crois, là, une vision à 3-4 ans de ce qu'est un projet, et essayer toujours d'amener cette institution au centre du projet avec toutes les composantes, les ingrédients qu'on peut avoir dans un club comme nous, qui est atypique, avec de la ferveur, de l'excès, de l'irrationalité aussi. Voilà, toutes ces composantes font que je crois qu'on a amené de la stabilité, ce qui manquait dans ce club, avec beaucoup de sérénité autour d'un conseil d'administration uni, un projet sportif qui aujourd'hui avance tous les jours. Alors avec des décisions qui sont à prendre, mais si on regarde que cette année, on se plantera l'année prochaine et l'année après. Donc on doit regarder à 3-4 ans et toujours continuer à travailler et se remettre en question tous les jours. Notamment avec l'arrivée de Laurent Travers. Non, je rigole. Voilà. Non, mais c'est une décision qui fait partie du projet, effectivement, et elle a été réfléchie, mûrie,
amener de l'expérience dans notre modèle, ça me paraît indispensable. Mais les Bayonnais sont pas très favorables à du mouvement. Je vois que tu l'as subi depuis quelques années déjà, et en tout cas bravo pour ce que tu fais. Et la stabilité, elle vient aussi de ta part. Hein. Donc voilà, il faut pas. Je sais que les éloges au rugby, il faut pas trop les faire, mais moi je suis passé par ce club il y a quelques années. Et une saison, j'ai connu 4 entraîneurs. Voilà, aujourd'hui, tu as réussi à amener cette stabilité-là qui manquait. Et félicitations à toi, parce que peu de gens le savent, mais le contexte Bayonne, les supporters, c'est très bien d'un point de vue extérieur, mais quand c'est à l'intérieur, c'est des supporters extraordinaires, passionnés. Mais ils sont très durs, et ils sont durs avec l'administratif, les joueurs, mais c'est un public de connaisseurs. Voilà, de passion. Merci Yoann de me le relever, parce que tu connais bien le club et tu as tout à fait raison sur ça. Merci Philippe Taïeb. Bon barrage, voilà, bon bizutage en barrage face à Clermont, ce Jean Daugé qui va vibrer pour les phases finales. Merci Philippe Spanghero d'avoir été avec nous, et Yoann, bien sûr, Yoann Huget. On se retrouve dès vendredi donc pour cette soirée complètement folle à suivre. Les clés d'une vie, Jacques Pessy. Merci à tous nous avoir été fidèles sur Sud Radio. Excellente soirée.